Nous savons combien les plantes sont bénéfiques pour notre santé. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter le sponsor de cet épisode, le laboratoire Herbes et Traditions, qui propose depuis plus de 30 ans des gammes d'aromathérapie et de gémothérapie réputées pour leur qualité vibratoire et thérapeutique unique. Marque de référence pour les thérapeutes, ces gammes sont le reflet d'un cercle vertueux où chacun des acteurs a conscience de l'importance du soin et de la préciosité du vivant. Découvrez ces produits d'exception en toute confiance sur le site www.herbesettradition.fr. Alors herbe au pluriel -et-tradition au pluriel.fr ou en magasin bio et en pharmacie herboristerie. Bienvenue dans notre 5e série Ma santé au naturel, en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre Mes remèdes phyto au quotidien aux éditions Erol, en partenariat avec Métamorphose, qui est le livre tiré de cette série culte du podcast, pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel, mais également auteur de ce nouveau livre, Les bienfaits insoupçonnés de l'argile, avec le professeur Michel Rotureau aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Pour cet épisode, nous vous révélerons nos remèdes phyto, les remèdes les plus efficaces pour soigner cette maladie qui survient lorsque l'on commence à vieillir. Et bien entendu, vous l'aurez reconnu, je parle de l'ostéoporose. Bonjour et bienvenue, Dr Jean-Christophe Charrier aujourd'hui. Bonjour Anne, bonjour à vous tous. Alors, est-ce qu'on parle d'ailleurs de maladie quand on parle d'ostéoporose ? Que je l'ai dit comme ça, mais j'étais même pas sûre de moi. Alors, c'est pas vraiment une maladie. C'est un vieillissement prématuré, on va dire plutôt, de l'os chez les personnes qui souffrent d'ostéoporose. Et avant ça, il y a l'ostéomalacie qui est une baisse de cette minéralisation, et puis après on rentre dans l'ostéoporose. C'est pour ça que vous avez des examens, parfois vous avez des courbes qui sont dessinées et qui descendent ces courbes, et puis vous avez des petits points dessus. Et si la courbe descend, c'est parce qu'avec l'âge, on perd de la minéralisation, on perd de l'os. Alors justement, est-ce que c'est forcément lié à une fracture osseuse ? Comment est-ce qu'on s'aperçoit finalement qu'on a de l'ostéoporose ? C'est probablement peut-être aussi héréditaire, on va tout savoir, vous allez tout nous dire. En fait, on ne s'en aperçoit pas qu'on a de l'ostéoporose parce qu'on a pas mal. Et le seul signe de l'ostéoporose, c'est une fracture sur une chute qui ne méritait pas fracture. C'est ça. Voilà, donc Par exemple, on s'est cogné de manière un peu anodine et ça a fait un gros truc. Voilà, où on tombe, on se rattrape avec le poignet et on se casse le poignet alors qu'on n'aurait pas. Donc c'est beaucoup de personnes qui promènent le chien, par exemple, et le chien tire un peu trop, on chute et paf, on se casse le poignet. Ou le chien vous bouscule et on tombe sur le côté, on se casse un col du fémur alors que normalement on ne devrait pas se le casser. C'est des os solides, ça, normalement. Le facteur héréditaire est important ? Certainement. Mais plutôt le facteur environnemental et tout ce qu'on a vécu dans notre enfance et au moment de notre construction, la construction de notre capital osseux est important par rapport à l'ostéoporose, du moins par rapport à sa précocité. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants ? Je pense par exemple chez les femmes à la préménopause ou pas forcément Alors, il y a une multitude de facteurs qui rentrent en jeu. L'ostéoporose consiste à un déficit de la trame protéique de l'os. Cette trame protéique de l'os, c'est simplement la construction du tuteur sur lequel va venir se fixer les minéraux. Ce tuteur, il se construit en fonction des informations que reçoit l'os par rapport aux lignes de force. Et alors ça, il faut avoir fait un peu de physique, mais il faut revenir sur... je pense qu'on fait ça en seconde première, les lignes de force. Et ces lignes de force elles vont être matérialisées dans l'os par cette trame protéique. Et cette trame protéique, si elle n'est pas là, eh bien, il n'y aura pas la minéralisation qu'il faut. C'est les arcs-boutants d'une cathédrale, en fait. C'est les arcs-boutants qui donnent la structure, enfin, du moins qui donnent la capacité au mur de ne pas s'écrouler s'il y a un tremblement de terre ou des choses comme ça. Donc, la trame protéique de l'os, ce sont des arcs-boutants. Et la maladie qui va accélérer
la destruction, du moins le manque plutôt de construction de cette trame protéique, ça va être des éléments qui vont avoir une influence sur la production de nos protéines au sens général. Et un des éléments majeurs, c'est la baisse de production d'œstrogènes qu'on peut avoir. C'est pour ça que les femmes sont plus sujettes à l'ostéoporose. Mais ce n'est pas la seule raison. Parce que les femmes qui ont eu des enfants, elles ont attaqué aussi leur capital osseux pendant la grossesse et elles ont aussi fait de la déminéralisation qui a préparé les choses. Et puis les personnes qui ont eu des carences alimentaires dans l'enfance vont commencer leur vie avec un statut qui va être moindre. Donc ils vont aussi avoir du mal à rattraper le manque de réparation osseuse. Voilà. Et il y a 2 types d'ostéoporose aussi. Il y a l'ostéoporose des os longs qui va surtout entraîner ces fractures au niveau du col du fémur qui peuvent être très problématiques. Et puis il y a l'ostéoporose des vertèbres qui est une sorte d'os spongieux, comme on dit, où là on va avoir des écrasements comme une meringue qu'on écrase tout petit à petit. Et ça, c'est les gens qui vont commencer à se plier en deux et qui vont avoir parfois des douleurs de dos par rapport à la suite d'un effort, mais une douleur qui persiste, parce qu'en fait, c'est une fracture vertébrale qui a eu, un écrasement qui s'est fait de la vertèbre. Et parfois, ça passe de façon complètement anodine, et c'est à l'occasion de radio qu'on se rend compte qu'il y a eu 2, 3, 4 vertèbres qui ont été tassées. Et donc là, c'est plutôt de l'ostéoporose et pas forcément des rhumatismes. Ça n'a rien à voir, mais les deux peuvent être associés. D'accord. Donc là, les médecins font bien les différences, j'imagine, le en voyant rhumatisme va faire radios. mal, l'ostéoporose ne fait pas mal, mais il peut transformer notre posture, parce qu'on va abîmer nos vertèbres, et il peut passer souvent inaperçu, sauf quand l'écrasement de meringue est beaucoup trop fort, et que là, bien sûr, on a une douleur de fracture. Mais globalement, tant qu'on n'est pas dans la fracture, on n'a aucune douleur à cause de l'ostéoporose. C'est ça son côté pervers, on va dire, de cette problématique. Est-ce qu'on a intérêt, qu'on sache ou pas si on fait de l'ostéoporose, si on n'a pas encore eu ce fameux accident qui nous dit « Ah, il y a peut-être un soupçon », à renforcer le terrain pour prévenir l'ostéoporose ? Oui, parce que c'est une maladie de la sédentarité. Donc déjà, il faut lutter contre la sédentarité. Donc il faut impacter le sol avec nos pieds. C'est ça qui va informer par ces vibrations notre squelette. Et c'est ce qui va stimuler la production de cette trame protéique là où les lignes de force vont être mises en évidence. Et si vous restez sédentaire, évidemment, vous allez vous déminéraliser là où il ne faut pas. Donc l'activité physique, elle est vraiment importante. Mais aussi l'activité musculaire. Parce que c'est parce que vous aurez une bonne musculature de tout votre rachis que vous ne ferez pas d'écrasement de vos vertèbres, même quand il y aura une sollicitation et même si elles sont fragilisées. Donc les haubans qu'il y a tout autour de notre colonne vertébrale qui est un mât articulé, tout ce haubanage musculaire, il doit être vraiment tonique et renforcer les choses. Donc l'activité physique est primordiale. Notre vie est une vie de sédentaire. Les nomades ne font pas d'ostéoporose. Alors moi j'ai une amie quand même, c'est le contre-exemple, mais il y a toujours l'exception et certainement qui nous écoutera volontiers parce que je sais qu'elle fait de l'ostéoporose. C'est une très très grande marcheuse, randonneuse qui fait aussi beaucoup de yoga. Donc on a l'impression comme ça qu'elle cocherait toutes les cases pour ne pas être candidate à l'ostéoporose. Et oui, et là il y a le facteur génétique qui rentre en jeu et la fragilité individuelle aussi. Et là il faudrait voir toute son histoire pour savoir pourquoi elle est dans cette déminéralisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que le squelette, c'est pas qu'une charpente qui nous maintient, c'est aussi notre réservoir en calcium et qu'en permanence, vous avez des cellules qui s'appellent les ostéoclastes qui viennent détruire la structure osseuse pour libérer dans la circulation du calcium. Et ce calcium est indispensable pour la contraction de tous nos muscles. Et le plus important, c'est celui qu'on a dans la poitrine et qu'on appelle le cœur. Et une fois que ce calcium a été utilisé par les cellules musculaires, il repart dans la circulation, il sera refixé sur l'os par d'autres cellules qu'on appelle les ostéoblastes. Et donc c'est la balance de travail entre les ostéoclastes et les ostéoblastes qui vont nous amener ou pas vers de l'ostéoporose. Alors ça veut dire qu'il faut se supplémenter par exemple en calcium. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se reminéraliser et pour refavoriser cette trame protéique, comme vous l'avez nommé ? Donc la première chose, c'est d'avoir... c'est deux choses différentes, la trame protéique et la reminéralisation. Oui, parce que s'il n'y a pas la trame protéique, la reminéralisation ne se fait pas là où il faut. Donc on va calcifier les tendons, on va faire des becs de perroquet, mais on n'aura pas réparé la problématique. Donc c'est très très important de distinguer ça. Il faut qu'il y ait le tuteur pour que le calcium se fixe dessus. Donc déjà, il faut avoir une alimentation suffisamment enrichie en protéines. Et quand on prend de l'âge, on a tendance à manger de moins en moins de protéines.
Déjà parce que les protéines animales, faut les mastiquer. Quand on prend de l'âge, on a souvent des problèmes dentaires. Et donc, on va supprimer des aliments parce qu'on a du mal à les manger. Donc, faut déjà faire les bons soins dentaires pour pas être dans cette problématique. Après, il y a des protéines végétales, bien sûr, qui sont plus faciles à manger. Il faut les avoir aussi. Donc, l'apport protéique est important et surtout ne pas s'en priver. C'est-à-dire qu'à passer 60 ans, il faut vraiment avoir une protéine à midi et une protéine le soir, au moins 2 fois par jour, ou alors le matin au petit déjeuner. Végétal ou animal. Végétal ou animal. Et ça, de façon quotidienne et régulière. C'est vraiment dans les important. Protéines végétales, qu'est-ce qu'on pourrait nommer, puisqu'on est quand même dans une tendance à réduire la viande. Donc toutes les légumineuses, les lentilles, les petits pois, les pois cassés, les pois chiches, les haricots, les fèves, le soja, bien sûr. Et puis il y en a d'autres là qui m'échappent. Mais après, l'association qui forme une protéine, on peut penser à une légumineuse avec par exemple une céréale. Bien sûr, la céréale va être importante également. Elle a un apport en protéines, de toute manière, la céréale qui est importante. Donc c'est une très très bonne synergie, bien sûr. Donc il faut avoir ça, il faut avoir nos protéines, il faut avoir la stimulation, donc ça c'est la marche. Et puis après il faut avoir les hormones qui conviennent. Donc il faut s'intéresser au fonctionnement de l'impact hormonal qu'on a. Et pour faire des protéines dans notre corps, il faut une hormone particulière qui s'appelle les œstrogènes. Donc on dit les hormones féminines, mais garçons ou filles, on fabrique des œstrogènes. Ce sont les récepteurs cellulaires qui nous ont sexualisés. Mais ces hormones ne servent pas que à la sexualisation, elles servent surtout avant tout au métabolisme et à la restauration de notre organisme, accessoirement à la restauration de l'espèce. Donc là, on va penser par exemple au soja. Au soja qui peut être bienvenu, à l'avoine qui peut être bienvenue, à des plantes. Chez les femmes, on pourrait ajouter de la sauge, par exemple. Chez l'homme, on évitera parce que la sauge a un effet castrateur. On peut utiliser des plantes de stimulation adaptative comme le laiteurocoque, comme la rhodiole, qui sont des plantes qui vont nous dynamiser dans ces dynamiques-là. Et puis après, de façon purement symptomatique... Alors, elles ne sont pas neutres quand même, c'est parce que c'est vrai qu'avoir un apport œstrogénique, on sait que ça peut aussi être délétère chez certaines personnes. Oui, dans tous les terrains qui sont précancériniques ou s'il y a eu un cancer, on évitera ces plantes-là, bien évidemment. Et le soja plutôt fermenté, c'est-à-dire comme le consomment les Asiatiques, comme plutôt le consomment les Asiatiques, voilà, sous forme de, par exemple, je pense au lait de soja ou au yaourt de soja dont on a peut-être tendance à abuser et qui sont moins digestes. Tout à fait. Vous avez raison, Anne, il faut vraiment préciser ça. On a extrapolé beaucoup de choses sur le soja en se référant sur les populations asiatiques, mais il faut consommer le soja qu'eux consomment et la façon dont ils le préparent, parce qu'en fait, c'est cette fermentation qui donne aussi des pouvoirs intéressants à cette plante, qui est une légumineuse, si je ne me trompe pas. Et donc, cet apport, il est vraiment important. Et de façon symptomatique, on peut aussi apporter 2 choses majeures, qui est la silice. Donc, la silice, le meilleur aliment qui vous apporte la silice, c'est la petite peau qu'il y a entre la coquille de l'œuf et l'œuf. Quand vous faites des œufs durs, il y a une petite peau qu'on a tendance à pas manger parce que c'est pas très bon, c'est caoutchouteux. Donc, il faut la manger, cette peau. Ça, c'est très très riche en silice. La silice, il y en a plein à la plage, mais si vous prenez une cuillère à café de sable, vous n'aurez pas d'absorption parce que notre corps ne sait pas absorber de la silice qui n'a pas déjà été absorbée par un autre organisme vivant avant. Donc, que ce soit un animal ou un végétal, cette silice vient comme ça. Une des plantes les plus intéressantes par rapport à la minéralisation, c'est la prêle. Et la prêle est d'autant plus intéressante qu'elle apporte à la fois les éléments de la construction, mais les outils pour la construction. Et la stimulation, on va dire la paille du maçon aussi. Donc là, tout ce qui va stimuler les cellules, enfin tout ce qui va travailler pour la construction. Donc on a tout dans la même plante. Mais il y a une contrainte à ça, c'est qu'il faut la prendre en poudre. La prêle n'est pas en tisane, parce que si vous la prenez en tisane, vous perdez la silice. Si vous la prenez sous d'autres formes, vous perdez les éléments. Donc sous forme de poudre, vous avez à la fois la silice et vous avez les éléments reconstructifs. Si vous prenez une tisane, vous n'avez que les éléments qui vont stimuler à la reconstruction, mais il faudra apporter de la silice autrement. D'accord. Et donc, on la trouve sous forme de complément alimentaire, oui. On en trouve assez facilement. Est-ce qu'il y a des marques qu'on peut citer pour qu'on puisse retrouver facilement ? Je ne citerai pas de marque parce que moi, je la prescris en préparation magistrale. Donc, c'est le pharmacien qui sur du vrac, c'est parfait, oui. Voilà, prend 300 mg de poudre de prêle, pas 300, 500 mg de poudre de prêle qu'il met dans une gélule. Il nous faut 2 grammes par jour, donc il nous faut 4 gélules par jour de 500 mg, de le matin, de le soir. Et on fait des cures de combien de temps ? Au long cours, pour les personnes qui ont si on est dans cette pathologie avérée, eh bien, on va le prendre au long cours tout le temps.
Si on veut être en prévention, on peut faire une cure de 3 mois ou de 6 mois dans l'année. D'accord. Est-ce qu'on peut le prendre même si on prend un traitement allopathique à côté conventionnel? Bien sûr, il n'y a pas de problématique à associer ce traitement-là. Et on peut aussi prendre ce type de traitement quand on a une fracture qui n'est pas d'origine ostéoporotique. On peut prendre pendant 6 semaines la prêle qui va nous aider effectivement aussi à cicatriser notre os qui a pu être blessé pour d'autres raisons. Ou lorsque vous allez avoir des soins dentaires comme des implants, où là on oublie toujours qu'en dentisterie on travaille sur de l'os, donc ce sont des plaies osseuses et donc on a besoin d'un temps de cicatrisation osseux qui est de 6 semaines minimum. Et donc la prêle est très intéressant aussi pour toutes ces réparations-là et si vous faites un implant, eh bien, comme ça, vous aurez une meilleure prise de votre implant et vous aurez beaucoup moins de soucis. On sait bien, on a 2 remèdes. Voilà. On a un remède pour deux pathologies. C'est parfait. Plutôt dans ce sens-là. Du côté des plantes, j'ai regardé, j'ai fait des petites recherches comme ça. J'ai vu en gémothérapie l'érel, la ronce, séquoia. Est-ce que vous les connaissez particulièrement? Oui. Pour l'ostéoporose? Le séquoia, j'utilise beaucoup dans le terrain cancérénique justement parce qu'il a une action protectrice. Il a une action régulatrice de l'impact des œstrogènes, donc les excès d'œstrogènes vont être tempérés par le séquoia, donc on ne va pas le donner à n'importe qui, parce que ceux qui sont déjà en manque d'œstrogènes, on ne va pas forcément choisir cette plante-là. Moi, ce que je mets en gémothérapie, c'est le chêne pédonculé, Quercus pedonculata, qui est une plante qui stimule les ostéoblastes. On peut mettre le pin, le sapin, qui sont des plantes qui ont aussi ces actions-là, qui vont être minéralisantes aussi, qui vont être anti-arthrosiques. Donc là, on parle d'une autre pathologie, mais au moins ça protège de tout ça. Ça, ce sont des plantes majeures dans la prise en charge de l'ostéoporose. C'est surtout d'aller stimuler cette croissance osseuse. Et puis, le meilleur des traitements, eh bien, si on est sédentaire et qu'on a du mal à faire du sport, eh bien, c'est au moins de sauter sur place pendant 5 minutes tous les jours ou mettre juste un morceau de musique qui est un peu punchy et puis danser fort dessus pour s'éclater. Déjà, on va se déstresser de la journée et tout ça. Et en même temps, on va faire du bien à sa prévention d'ostéoporose. Alors, on peut reprendre la bonne vieille corde à sauter, peut-être. Oui, mais alors là, il faut avoir la coordination motrice. Oui, il y en a plus d'un qui risque de tomber, de se casser quelque chose. Donc, pour ceux qui savent, pourquoi pas la corde à sauter, mais on peut sauter sans la corde à sauter. Ouais. On peut sauter sans la corde à sauter. Et puis, pour ceux qui ont soit le trampoline des enfants à la maison, soit qui se sont équipés en petit trampoline, on peut aussi faire... On peut faire ça alors, en commençant tout doucement au début pour bien se muscler, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire un tassement vertébral en sautant trop fort. Donc, tout est question de juste mesure. Hein. Donc, un peu d'entraînement, et après, on va monter là-dessus. Il faut que la musculature soit là, de toute façon. On peut le faire, par exemple, en faisant de l'aquagym, où là, on peut sauter de manière assez douce. Il faut sauter douce, mais alors en aquagym, il faut quand même qu'on ait l'impact au sol. Donc, il faut quand même qu'on ait les talons le côté rebond qui tapent un peu et qu'on ait la vibration. Et par exemple, vous avez cité le yoga tout à l'heure. Le yoga ne va pas avoir beaucoup d'action sur l'ostéoporose parce qu'on ne va pas être dans l'impact osseux. Donc, il faut vraiment choisir. Le vélo, par exemple, n'a pas beaucoup d'action sur l'ostéoporose parce qu'il n'y en a pas cet impact osseux, du moins pas suffisamment. Cet impact osseux est important, il fait bouger une protéine qu'on appelle l'ostéocalcine, qui est une protéine qui témoigne de l'activité métabolique de l'os. Et il y a des études qui ont vraiment démontré qu'il y avait une grosse différence dans la stimulation de la production de cette protéine entre les personnes qui sautaient sur place ou ceux qui faisaient du vélo. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, en sautant sur place, on est très largement au-dessus du bénéfice qu'on aura après 2 heures de vélo. Ouais, donc ça, c'est vraiment très intéressant de le souligner parce que là, 2 heures de vélo versus 5 minutes de petit saut le matin, voilà. En tout cas, pour cette pathologie, c'est vite fait. Et puis, on peut prendre le réflexe de marcher un peu plus. Donc, même si on habite en ville et qu'on va au travail en voiture, on gare sa voiture un tout petit peu plus loin ou on se gare au bout du parking et pas devant la porte du boulot ou de la grande surface où on va aller faire ses courses. Donc, on se gare au plus profond du parking, ça nous oblige à marcher un peu. Je crois que vous alliez dire allez-y en sautant. Je me suis dit, ils vont passer pour des dingues, là, en mode kangourou pour aller jusqu'à... Les enfants le font à cloche-pied. Voilà. On n'ose plus faire ça. Donc on peut remettre un peu de jeunesse aussi comme ça. Bien sûr. Non, mais voilà, évitez de prendre les ascenseurs, mais prenez les escaliers. Si vous êtes douloureux pour descendre, prenez les ascenseurs, mais pour monter, absolument, vous prenez les escaliers. La descente fragilise les genoux, donc quand on a un certain âge, ça peut être problématique, mais la montée, il n'y a aucun problème, il faut vraiment se forcer à faire ça. En plus, en faisant ça, vous allez contracter vos mollets, vous allez faire remonter le sang correctement de vos jambes jusqu'au cœur, donc vous allez protéger votre cœur aussi. Si on a déjà une fracture, on fait d'autant plus la cure de prêle dont vous avez parlé, par exemple ? Oui. D'accord. Tout à fait. Pour réparer... Pour réparer, puis pour apporter les éléments. Chez des enfants même qui ont des problématiques de rachitisme,
on va travailler aussi là-dessus. Alors, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de la vitamine D. Ah, la vitamine D, on a fait déjà des épisodes complets sur le sujet. Voilà. Aussi avec le docteur Dupont, on en a parlé longuement et on est tous carencés, on le redit. Donc, il ne faut pas l'oublier, cette vitamine D. On est tous carencés parce qu'il y a eu l'ère industrielle, on a eu beaucoup de problèmes de rachitisme, on a créé les congés payés et c'est une très bonne chose. Et on a amené les gens à la campagne, au bord de mer, à la montagne pour qu'ils sortent des villes et qu'ils prennent des couleurs. On est arrivé dans les années 70 où si on n'était pas marron foncé après avoir fait des heures de crêpes sur la plage, on avait raté ses vacances. On est arrivé dans les années 80 où on est arrivé sur les cancers de peau, conséquence de ces excès d'exposition. Et là, on est dans les années 2000 où maintenant on est dans le défaut d'exposition pour se protéger du cancer de peau. Donc c'est comme tout, ni trop ni trop peu. Et on apprend comme ça à trouver le juste milieu. Donc dans le plein été, effectivement, on ne va pas s'exposer entre 11h et 16h, 16h30, mais on s'exposera en début de matinée ou en fin d'après-midi. Gentil soleil. Voilà. Et le restant du temps, on se protège. Mais le restant de l'année, le soleil, on va le prendre dès qu'il est là. Et il nous faudrait 20 minutes de soleil sur les avant-bras tous les jours pour avoir notre dose en vitamine D. Sinon, on mange des poissons gras et on mange du foie de morue en conserve, c'est très bien. Oui, vous parliez des petits déjeuners aussi avec le maquereau, les petits poissons gras, on y revient. Dernier point, sauf si vous avez encore autre chose à ajouter, mais j'avais cette question, on a parlé de l'alimentation, ce qu'il fallait favoriser. À l'inverse, est-ce qu'il y a une alimentation qui peut être déminéralisante et qui peut être délétère par rapport à l'ostéoporose ? Déjà, l'alimentation dépourvue en protéines, tout simplement, principalement, je dirais. Est-ce qu'il y a des aliments, est-ce qu'il faut éviter ce qui est un peu acidifiant ? On parle parfois en naturopathie, c'est pas forcément votre rayon, mais de l'équilibre acide-base. Est-ce que là, il y a des choses à éviter ? Alors, travailler sur l'équilibre acide-base, c'est quand on a déjà une problématique métabolique qui nous amène dans cet équilibre-là où l'alimentation va aggraver les choses. Mais si vous n'avez pas ce problème métabolique, vous pouvez manger ce que vous voulez, ça ne vous mettra ni acide ni basique en fait. C'est vraiment votre métabolisme qui conditionne ça, il ne faut juste pas mettre de l'huile sur le feu. Donc si vous avez un terrain inflammatoire, effectivement, on va éviter l'alimentation inflammatoire. Et l'alimentation anti-inflammatoire, c'est le régime d'épargne pancréatique. On a déjà longuement parlé, il me semble. Donc qui est protéger notre pancréas, qui lui va conditionner le fond inflammatoire de l'organisme. Donc ça veut dire mastiquer, saliver, prendre le temps de manger, être le dernier à sortir de table, poser sa fourchette entre chaque bouchée, c'est déjà ça. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ça ne sert à rien de faire le reste si on ne fait pas déjà ces premières choses. Et après, éviter les aliments qui vont aggraver le travail du pancréas. Donc là, on vient sur les protéines laitières, on vient sur l'alcool, on vient sur les graisses cuites, et on vient aussi sur la farine de blé moderne qui, elle, a une action aussi inflammatoire associée. Est-ce qu'il faut quand même favoriser aussi le calcium dans les choses qu'il faut favoriser ? Je pense notamment aux oléagineux, aux amandes par exemple. Bien sûr, et puis aux céréales aussi. Et en fait, notre alimentation moderne n'est pas dépourvue de calcium, on a largement ce qu'il faut. Il faut juste les manger régulièrement et avoir une alimentation diversifiée. Et puis c'est intéressant aussi de consommer des fruits comme les fraises, par exemple, quand c'est la saison, quand elles ont poussé dans des terrains sableux. Elles vont être aussi beaucoup plus riches en silice que les fraises qui sont poussées dans d'autres terrains, si ce n'est hors sol. Mais là, pour qu'il y ait un effet, il faut vraiment manger des grosses quantités, faire des cures. Il faut en manger suffisamment, on va dire. Oui. Alors, il y a la cure de fruits rouges qu'on peut mettre en place au mois de juin, quand on a cette fragilité qui peut être très bienvenue, en mettant beaucoup de fraises dedans. C'est vrai, quand on parle d'ostéoporose, on associe tout de suite au calcium. Oui. Donc le calcium, comment est-ce qu'on va le chercher ? Amandes, oléagineux, on reste quand même dans l'alimentation, dans ce qu'on peut trouver. Et puis cette cure de prêle. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ok, écoutez, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous aviez envie d'ajouter dans des conseils ? On a fait le tour au niveau sportif, au niveau d'hygiène de vie, alimentation, les plantes à favoriser ou les substances ? Oui, en substance, mastiquer bien et puis bouger. Voilà, merci. Merci infiniment, Dr Charrier. On se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.